Avant que la lame ne touche jamais le cou de la femme que la France avait appris à haïr, son sort était déjà scellé. Mettre fin à sa vie ne suffisait pas. Il fallait effacer son identité, en faire un spectacle public d'humiliation. Marie-Antoinette, jadis radieuse archiduchesse d'Autriche, qui illuminait les salles de Versailles de son rire, était désormais contrainte de parcourir à rebours le chemin qui menait de la splendeur d'un trône doré à la charrette de bois brut réservée aux condamnés. Dans les premières heures du 2 août 1793, alors que Paris dormait encore sous un lourd silence, on l'arracha aux bras de sa famille. Séparée de ses enfants, sans même un instant de réconfort, elle fut emmenée à la Conciergerie, prison humide et sombre que les Parisiens appelaient, avec une ironie sinistre, l'antichambre de la guillotine. Il n'y avait plus de reine, seulement la prisonnière Nerero 280. Sa nouvelle cour se composait de rats, de murs suintants et de 2 gardes qui la fixaient sans ciller. Chaque mouvement était consigné, chaque tentative de dignité entravée. Les heures se fondaient, les unes dans les autres, sous la goutte incessante du plafond, mêlée aux murmures étouffés des autres prisonniers qui attendaient leur tour, tandis que la Révolution hurlait au-delà des murs, tandis que ceux qui s'inclinaient jadis devant ses soieries réclamaient maintenant son exécution. Une autre histoire se déroulait dans cette cellule, celle de la femme derrière le symbole. Une femme contrainte d'affronter non seulement la mort, mais une tentative délibérée d'écraser son esprit avant même qu'elle ne monte sur l'échafaud. Le temps ne suivait plus les horloges, il se mesurait au bruit des bottes des gardes et au lointain frottement de la Seine contre la pierre. Marie-Antoinette vivait dans une cellule exiguë et trempée où l'humidité collait à tout, les murs, les couvertures, sa propre peau. Un tas de paille lui servait de lit. Une unique bougie était sa seule compagnie. Un paravent de bois divisait à moitié la pièce. Derrière, elle était censée s'habiller et se déshabiller, mais même ce mince voile de privatie lui était refusé. 2 soldats veillaient jour et nuit, lui ôtant le droit d'être invisible. Elle dormait sous leurs yeux, elle mangeait sous leurs yeux. Cette surveillance n'était pas seulement du contrôle, c'était un rappel constant qu'elle n'était plus reine, plus mère, à peine considérée comme humaine, juste un corps sous garde. Les nouvelles de l'extérieur parvenaient déformées, comme des échos d'un monde qui avait tourné la page. Pourtant, un souvenir restait douloureusement vif, celui de son fils, Louis-Charles. Un mois plus tôt, au Temple, des révolutionnaires avaient fait irruption dans sa chambre après minuit. Marie-Antoinette s'était jetée sur lui en suppliant « C'est un enfant !» Ses cris n'avaient servi à rien. On l'avait arraché à lui, tandis qu'on traînait l'enfant de 8 ans terrifié. Ses hurlements restaient prisonniers de son esprit, se répétant sans fin dans l'obscurité. Elle ne le reverrait jamais. Quelque chose en elle s'était brisé cette nuit-là. Non la reine, mais la mère. Parmi les rares objets qu'elle cachait aux gardes, elle conservait un minuscule portrait de son fils et une mèche de ses cheveux glissée dans son corset. C'était sa relique, la dernière braise de chaleur dans un monde gelé par la fureur. Sa seule source de bonté humaine était Rosalie Lamorlière, jeune servante chargée de la soigner. Rosalie confesserait plus tard que la reine ne s'effondrait que lorsqu'elle parlait de ses enfants. Alors le masque royal tombait, révélant une mère dévastée qui murmurait leur nom comme une prière. Même cette vulnérabilité devenait un jeu pour ses geôliers. Ils la raillaient, la narguaient de remarques obscènes, riaient de son mari exécuté. Chaque insulte visait à blesser, chaque silence était sa façon de résister. Mais dans cette cellule étouffante, entourée d'hostilité, Marie-Antoinette apprit à plier sa douleur en défi. Elle apprit à se mouvoir lentement, à parler doucement, à ne montrer aucune peur. Ceux qui l'observaient s'attendaient à une femme brisée. Ils virent au contraire quelqu'un qui, même dépouillé de couronne et de titres, conservait une étrange autorité muette. Parfois, quand les autres dormaient, elle fixait la flamme tremblante de sa bougie. À sa faible lueur, elle repassait toute sa vie. Les grands bals, les robes brodées, ses enfants riant dans les jardins du palais, et la marée montante de ressentiment qui grossissait juste au-delà de Versailles. Quand tout avait-il commencé à se défaire? Quand avaient-ils cessé d'être des personnes pour devenir des symboles de haine? Aucune réponse n'arrivait, seulement l'aube, et avec elle, un nouveau jour dans ce petit cercueil de pierre. Au-delà des murs, elle entendait les marchands crier, les tambours révolutionnaires, les cloches de Notre-Dame qui lui rappelaient que la vie continuait sans elle. Ainsi passèrent 76 jours, 76 aubes sans espoir. Pendant ces longues semaines, la femme jadis haïe par une nation entière fut dépouillée de tout ce qui faisait d'elle un être humain. Pourtant, de ce dépouillement naquit quelque chose d'inattendu, une composure calme, presque sacrée, une dignité qui n'apparaît que chez ceux qui ont tout perdu et n'ont plus rien à craindre. Puis, en octobre, la porte de la cellule s'ouvrit à nouveau.
Cette fois, non pour lui prendre un enfant, mais pour la traîner devant le tribunal. Dans les heures sombres précédant l'aube du 14 octobre 1793, la porte de fer grinça. Cette fois, ce n'était ni pour la nourriture, ni pour de nouvelles moqueries. C'était pour la conduire devant la justice révolutionnaire, une justice déjà gravée dans le marbre bien avant qu'elle n'entre dans la salle. Marie-Antoinette fut menée à travers les couloirs de la conciergerie, escortée de soldats armés. Le bruit de leurs bottes résonnait comme un lointain glas funèbre. Elle portait la même robe noire qu'elle avait endossée pour pleurer son mari exécuté. Pourtant ses pas restaient calmes, presque troublants de sérénité. Des gens l'observaient depuis les coins d'ombre. Certains crachèrent des insultes, d'autres la fixaient simplement, pris entre l'effroi et la fascination. Le tribunal révolutionnaire, bondé de spectateurs, ressemblait plus à une scène de théâtre qu'à un tribunal. Des torches vacillantes éclairaient les visages rigides des juges, impassibles comme du marbre taillé. En face d'eux, sur un simple banc de bois, était assise la femme qui avait été reine de France. Plus de bijoux, plus de couronne, seulement une silhouette mince et pâle, dotée d'une dignité fantomatique qui refusait de s'éteindre. Le procureur Antoine Quentin Fouquier-Tinville ouvrit la séance d'une voix faite pour le spectacle. Ses mots suintèrent la malveillance. Chaque phrase était conçue pour arracher des rugissements à la foule. Il énuméra les accusations avec une précision théâtrale. Trahison, conspiration avec les ennemis étrangers, dilapidation de l'argent de la nation, corruption des mœurs de la France. Chaque formule soulevait des vagues d'acclamations, de huées et de poings brandis, mais personne ne se souciait des faits. La Révolution avait besoin d'un bouc émissaire, d'un corps sur lequel faire peser des années de faim, d'impôts et de guerre. Elle était l'emblème choisi. Marie-Antoinette, privée de véritable défense et n'ayant eu aucun temps pour préparer sa cause, ne parlait que lorsqu'on l'y autorisait. Sa voix était calme, mais ferme. Elle nia les charges, non avec indignation, mais avec la lassitude de quelqu'un qui savait l'issue inéluctable. Des témoins défilèrent. Certains récitèrent des histoires tirées tout droit des pamphlets haineux, d'autres inventés sur le champ. Ils parlèrent de festins décadents, de banquets moqueurs, d'excès à Versailles. La foule hurlait son approbation, se nourrissant de chaque scandale fabriqué. Puis vint l'accusation qui glaça la salle entière. Le procureur brandit une feuille, marqua une pause dramatique et annonça la plus infâme des charges: elle aurait commis l'inceste avec son propre fils. Un silence glacial tomba sur le tribunal. Même certains révolutionnaires endurcis baissèrent les yeux. Le bruit courut dans les galeries, le petit Louis-Charles, arraché à elle des mois plus tôt, avait été forcé de signer une fausse confession. On l'avait entraîné à répéter des phrases horribles qu'il ne pouvait même pas comprendre, destinées à briser la mère qu'il aimait. Pendant un instant, Marie-Antoinette resta immobile. Elle semblait pétrifiée, le regard perdu dans le vide. Les juges attendaient, les spectateurs retenaient leur souffle. Puis elle se leva. Elle ne regarda ni le procureur ni le jury. Elle se tourna vers les femmes du marché, ces mêmes femmes, ces mères qui avaient jadis marché sur Versailles pour réclamer du pain. Et d'une voix claire comme une cloche, elle dit simplement: «J'en appelle à toutes les mères qui sont ici.» Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Une onde parcourut la foule. Murmures, hoquets, même des larmes. L'espace d'un instant, la caricature monstrueuse des pamphlets s'effaça, remplacée par la vérité. Une mère arrachée à son enfant, humiliée au-delà de toute mesure. Fouquier-Tinville, furieux de ce changement d'atmosphère, frappa du poing sur la table et força la suite des débats. Mais quelque chose s'était fissuré. Un éclair de culpabilité ou d'humanité traversa quelques visages. Marie-Antoinette se rassit, vidée. Ce seul instant lui avait pris ses dernières forces. Le procès dura 2 jours, une mise en scène soigneusement chorégraphiée du pouvoir révolutionnaire. Chaque question, chaque témoin, chaque bout de preuve faisait partie d'un spectacle dont la fin était déjà écrite. À l'aube du 16 octobre, les juges proclamèrent le verdict. Coupable de haute trahison. Peine, mort par guillotine. On demanda à l'accusée si elle avait quelque chose à dire. Elle secoua simplement la tête et murmura: que pourrais-je ajouter? La farce était achevée. Pourtant, dans ce moment, son acceptation silencieuse devint sa propre forme de résistance. Pas de cris, pas de supplications, pas d'amertume. Seulement une femme qui se tenait plus droite que les hommes qui la condamnaient, comme si son silence portait plus de vérité que tout ce qui avait été prononcé dans cette salle. Cet après-midi-là, on la ramena à sa cellule. Derrière elle restèrent les acclamations, les accusations, les cris triomphants de la foule. Devant elle, le dernier matin de sa vie. La nuit tomba sur Paris le 15 octobre 1793, enveloppant la cellule numéro 280 d'un calme trompeur. Le silence était si lourd
que même le goutte à goutte de l'eau résonnait comme une horloge marquant ses dernières heures. Marie-Antoinette revint du tribunal pâle et tremblante. Pourtant son regard semblait étrangement apaisé. Non pas l'apaisement de l'espoir, mais celui de quelqu'un qui avait pleinement accepté la fin. Rosalie, sa fidèle servante, resta près d'elle. Elle lui offrit du bouillon et du pain. La reine refusa avec un doux sourire. Je n'ai plus besoin de rien, mon enfant. Tout est fini pour moi. Longtemps, elle resta assise à la petite table de bois, regardant danser les ombres sur le mur humide. La Seine murmurait au dehors. Les gardes arpentaient le couloir. Puis, elle prit une plume et une feuille. Sa main tremblait, mais son écriture restait ferme. Elle écrivit une lettre à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, la seule personne à qui elle se sentait encore liée par une affection sincère. Dans cette lettre, elle n'écrivit ni vengeance, ni peur, ni injustice. Elle écrivit le pardon. Elle supplia sa belle-sœur de veiller sur sa fille, de prier pour le petit Louis-Charles et de ne jamais le tenir responsable des mots qu'on lui avait forcé à répéter. Il avait été trompé, utilisé comme un pion pour la torturer. Son ton s'adoucit. Dites-lui que je ne lui en veux pas. Dites-lui que je prie pour lui. Dites-lui que même au ciel, je serai toujours sa mère. À chaque phrase, son esprit semblait peu à peu se détacher de son corps épuisé. La lettre devint son testament moral, son dernier murmure au monde. Mais ce message ne parvint jamais à sa destinataire. Les révolutionnaires le saisirent et l'enfouirent dans leurs archives de haine, où il resta caché plus de 20 ans avant d'être retrouvé. Lorsqu'elle posa la plume, elle fixa la bougie qui agonisait. La cire fondue coulait sur la table comme des larmes. Rosalie le remarqua aussi et éclata en sanglots. « Ne pleurez pas, dit doucement la reine. Il faut mourir comme on a vécu, décemment. » À minuit, des pas retentirent. L'ordre final était arrivé. Les gardes l'annoncèrent d'un ton si froid et banal qu'on aurait dit l'annonce du petit déjeuner. Marie-Antoinette hocha seulement la tête. Pas de demande de grâce, pas un tremblement de peur. Avant qu'il ne referme la porte, elle demanda un instant seule. À genoux, elle pria, non pour elle-même, mais pour ses enfants. À cet instant, elle n'était plus symbole, plus monarque. Elle était simplement une mère qui se préparait à lâcher prise. Quand elle se releva, l'aube filtrait déjà par la fente du mur. Paris s'éveillait, indifférent à sa douleur. Dans les rues, on parlait de pain, de politique et de l'exécution à venir, ignorant que la femme qui avait été au centre de la plus grande cour d'Europe arrangeait calmement ses cheveux, essuyait ses joues et se préparait avec un calme effrayant à la mort. Avant de sombrer dans un bref sommeil, Rosalie l'entendit murmurer « Que Dieu me donne la force de mourir avec courage ». Puis la bougie s'éteignit. Sa dernière lueur flotta dans l'obscurité comme une promesse qui s'efface. Lorsque la nuit engloutit la cellule, Marie-Antoinette ne rêva pas. Elle attendit simplement. Au lever du soleil, le cliquetis des verrous marqua la fin de l'attente. Le jour était venu, le jour où la femme la plus haïe de France allait montrer une dernière fois la force de son âme. Le matin du 16 octobre 1793, Paris s'éveilla sous un épais brouillard glacé, comme si le ciel lui-même hésitait à assister à ce qui allait suivre. Dans la cellule 280, l'ex-reine s'agita avant même l'arrivée des gardes. Elle n'avait dormi que quelques minutes, la tête posée sur la table où gisait encore la lettre jamais lue. Rosalie apparut les yeux gonflés, un verre d'eau à la main. « Voulez-vous déjeuner, votre majesté » Marie-Antoinette secoua doucement la tête. « Non. Quand je serai partie, je n'aurai plus besoin de rien. Mon âme s'est assez nourrie de douleur. » À 6 heures précises, les serrures bougèrent. La porte s'ouvrit. Le geôlier annonça brutalement « C'est l'heure ». 3 hommes entrèrent derrière lui. Un greffier, un officier de la garde nationale et l'exécuteur Charles-Henri Sanson, accompagné de ses aides. Tout avait été réglé jusqu'au moindre geste, un rituel pour lui retirer les derniers fragments de dignité. Un garde lui ordonna de changer de vêtements. Ordre simple, ôter la robe de deuil noire qu'elle portait depuis la mort de son mari. Cette robe était plus que du tissu, c'était son souvenir, son symbole, le dernier fil la reliant à la vie qu'on lui avait volée. Elle demanda doucement un peu d'intimité. « Monsieur, accordez-moi au moins cela. » Le garde ricana. « Il n'y a plus de reine ici. » On la força à se changer derrière un paravent mal placé pendant qu'il regardait. On lui tendit une simple robe de toile blanche grossière, couleur du repentir au seuil de la mort. Le contraste était impitoyable. Celle qui avait porté soie et joyaux ressemblait désormais à un spectre dans un vêtement qui n'était pas le sien. Quand elle eut fini, Samson s'avança, la voix neutre et détachée.
Il faut couper vos cheveux, madame. Elle ne protesta pas. Elle baissa simplement la tête. Ses mains, jadis ornées de bagues et de joyaux, se posèrent calmement sur sa jupe. Un aide saisit des ciseaux rouillés et coupa brutalement les mèches. Des cheveux blanchis tombèrent au sol comme des fragments de son passé. Autrefois blonds, ils avaient pâli en prison, décolorés par le chagrin et le temps. La coupe n'était pas seulement une préparation, c'était un rituel d'effacement de sa féminité, l'ultime étape avant l'oubli. Quand ce fut terminé, Samson laissa tomber les cheveux sans un regard. Un garde s'approcha avec une corde épaisse. Il faut vous lier les mains. Marie-Antoinette leva les yeux, stupéfaite. Pourquoi? Mon mari, le roi, n'avait pas les mains liées. Sa voix n'était pas rebelle, seulement triste. On ne lui répondit pas. On noua ses poignets si serrés que la corde mordit sa peau. Elle ravala un gémissement de douleur. Avant de partir, elle fit une demande autrefois impensable pour une reine. Puis-je me soulager un instant? On acquiesça, avec mépris. L'humiliation était totale. Même le plus petit acte humain faisait partie du spectacle. Lorsqu'elle revint dans la pièce, les hommes se redressèrent. Samson déclara solennellement: Il faut y aller. Marie-Antoinette s'arrêta devant Rosalie. La jeune femme tremblait, incapable de parler. La reine la regarda avec tendresse. Ne pleurez pas pour moi. J'ai trop souffert pour craindre la mort. Que Dieu vous bénisse. Puis elle marcha vers le couloir. Le corridor de la conciergerie résonnait de murmures, de pas et d'effroi. À son approche, les gardes ôtèrent leurs chapeaux. Personne n'osait croiser son regard. Ce n'était pas de la peur, c'était un respect involontaire. Quelque chose en elle imposait le silence. Quand elle atteignit la grande porte, elle vit la charrette qui l'attendait. Une voiture ouverte, grossière, en bois brut, la même que pour les criminels et les voleurs. Aucune exception pour elle. Son mari avait été conduit à la mort dans une voiture fermée. Elle était livrée en spectacle. L'air matinal mordait la peau. Les cloches de Notre-Dame se mêlaient aux cris montants de la foule qui remplissait déjà les rues. Elle monta dans la charrette sans aide, les poignets toujours liés. L'espace d'un instant, elle leva le visage vers le ciel gris, inspira profondément et murmura des mots que seule Rosalie put entendre. Maintenant commence ma paix. Les portes du palais de justice grincèrent. La charrette se mit en route à travers la foule. Les huées, les insultes et les rires la poursuivaient. Mais elle restait immobile, droite, comme si elle n'appartenait plus au monde des vivants. Son dernier voyage vers la place de la Révolution avait commencé. La charrette de bois grinçait dans les rues de Paris, tirée par 2 chevaux épuisés. La boue maculait ses flancs, ainsi que des traces laissées par les précédents condamnés. À l'intérieur, Marie-Antoinette se tenait debout, droite, le vent tirant sur sa simple robe blanche et ses cheveux fraîchement coupés. Elle ressemblait à la dernière actrice d'une tragédie dont tout le monde connaissait déjà la fin. Le trajet lent de la conciergerie à la place dura un peu plus d'1 heure. Pour les milliers de personnes massées sur les trottoirs, ce fut une procession. Ils voulaient avoir sa chute, la voir brisée. Certains lançaient des insultes, d'autres jetèrent du pain rassis. Voilà la veuve Capet, l'Autrichienne, la voleuse de la France. Pourtant, ce qui troubla le plus les spectateurs ne fut pas sa présence, mais son silence. Elle ne réagissait pas. Elle ne baissait pas la tête. Elle ne pleurait pas. Son expression restait composée, sa posture inflexible, son regard fixé, loin devant elle. Le vent froid agitait ses cheveux courts, mais elle restait inébranlable. Des artistes et chroniqueurs écriraient plus tard que son profil, ce jour-là, ne reflétait pas l'arrogance, mais un calme solennel et troublant, celui d'une femme qui avait déjà fait la paix avec sa faim. Depuis un balcon, un jeune homme aux traits acérés observait intensément. Jacques-Louis David, le peintre de la Révolution, ouvrit son carnet et esquissa son contour. Le long cou, la mâchoire ferme, les yeux creux, mais sereins. Il tentait de saisir non seulement sa silhouette, mais l'instant précis où l'histoire et le mythe se croisèrent. Ce croquis deviendrait l'une des images les plus emblématiques de sa chute. La charrette continua rue Saint-Honoré, bordée de soldats. Les fenêtres s'ouvraient et se refermaient sur son passage. Certains la regardaient avec une haine ouverte, d'autres avec un respect coupable contenu. Sous le bruit des sabots, les cris des marchands et les cloches d'église, la ville semblait retenir son souffle. Un coup de vent souleva la poussière. La charrette heurta violemment une pierre. Marie-Antoinette trébucha, manquant de tomber. Un murmure parcourut la foule. Mais sans aide, elle se redressa, relevant le menton comme si de rien n'était. Près d'elle, les femmes du marché, ces mêmes femmes qui avaient marché sur Versailles pour réclamer du pain, l'observaient attentivement. Certaines ricanaient cruellement, d'autres la fixaient en silence. Elle n'a pas l'air d'avoir peur, chuchota l'une. Peut-être n'a-t-elle plus rien à perdre, répondit une autre. Le trajet semblait interminable.
Le bruit de la ville explosait autour d'elle comme une tempête. Pourtant, à l'intérieur, elle était calme. Tandis que la foule voyait une reine humiliée, elle ressentait quelque chose de différent, d'inattendu. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Libre de la cour, de la politique, des rumeurs venimeuses, des attentes, même de la peur elle-même. Puis la charrette tourna au dernier coin de rue et la scène s'ouvrit devant elle, la place de la Révolution. Au centre, dressé contre le ciel pâle, se tenait la guillotine. Son cadre de bois sombre et sa lame métallique brillante découpaient une silhouette dure dans la lumière de midi. Une foule immense se pressait autour de l'échafaud, bourdonnante d'impatience. Leur murmure monta en un rugissement. Marie-Antoinette leva le menton. L'espace d'un instant, tout le reste disparut. Le vent effleura son visage, et dans ce chaos, une tranquillité inattendue l'envahit. Elle comprit que tout ce qu'elle avait été, reine, épouse, mère, allait s'achever sur cette plateforme de bois. Mais elle savait aussi que son histoire ne leur appartenait plus, à ceux qui l'y avaient traînée. La charrette s'arrêta. L'exécuteur Charles-Henri Sanson descendit le premier, suivi de ses aides. L'un d'eux tendit la main pour l'aider à descendre. Elle croisa son regard et répondit doucement : « Non, merci, je peux me débrouiller seule. » Les poignets liés et les pieds assurés, elle descendit de la charrette au milieu du tonnerre de la foule. Chaque pas vers l'escalier de bois résonnait comme les dernières notes d'une symphonie tragique. La place grondait de cris, de poings levés, de rires moqueurs et de cette fascination froide qui accompagne la mort d'une époque devant des milliers de témoins. La guillotine dominait, silencieuse et prête, sa lame brillant sous le soleil. Marie-Antoinette la fixa. Il n'y avait aucune terreur dans ses yeux, seulement un calme remarquable, presque d'un autre monde. Elle monta les marches lentement. Ses mains liées rendaient ses mouvements incertains, mais elle refusa l'aide. Samson s'avança pour la guider, et à cet instant, le destin joua son dernier tour cruel. En se tournant, son pied heurta celui de l'exécuteur. Tout se figea, un battement de cœur. L'exécuteur la regarda, surpris, juste avant qu'elle ne prononce ses derniers mots. Clair, doux, presque tendre. « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. » Pas de cri, pas de malédiction, pas de supplication désespérée, juste une excuse, si simple, si humaine, qu'elle stupéfia même ceux venus célébrer sa mort. Ce petit geste humble devint son ultime triomphe. En un seul souffle, la femme dépouillée de sa couronne, de ses enfants, de son identité, même de son nom, reprit la seule chose que ses ennemis ne pouvaient lui ravir, sa dignité. Les aides l'allongèrent sur la planche de bois. L'air autour de l'échafaud se tendit d'anticipation. Quelque part dans la foule, une voix cria : « Vive la République !» Des milliers répondirent en chœur. Samson donna le signal. Le mécanisme claqua, un bruit métallique sec. Un battement de cœur plus tard, la lame tomba avec une précision impitoyable. Son corps devint immobile. L'exécuteur saisit sa tête par les cheveux pâles et la brandit devant la foule. Un cri violent roula sur la place. « Vive la nation ! Vive la liberté !» Pour eux, c'était la victoire de la Révolution. Pour elle, c'était la délivrance. Certains témoins diront plus tard avoir vu quelque chose d'étrange, une expression de paix sur son visage, un calme que la violence n'avait pas atteint. D'autres prétendirent que le ciel s'était assombri quelques instants après la chute de la lame, comme si la ville entière retenait son souffle. Son corps fut jeté dans une charrette couverte avec les restes de ceux exécutés avant elle. Pas de rite, pas de prière, pas de cercueil. On l'emmena au cimetière de la Madeleine et on la jeta dans une fosse commune parmi des inconnus. Pas de fleurs pour marquer l'endroit, pas de croix pour honorer son nom, seulement de la terre et le silence. La foule finit par se disperser. Le bruit des bottes qui marchèrent s'estompa, ne laissant que l'écho creux de la trappe de la guillotine qui se refermait. Sur les balcons et les toits, certains restèrent, fixant l'espace vide où une reine était tombée, incapables de saisir que l'histoire venait de basculer. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. On l'avait enterrée comme une criminelle, pourtant sa mémoire refusa de rester sous terre. Cette excuse murmurée à son bourreau, face à la mort, se transforma lentement en symbole, la preuve qu'au plus profond de la cruauté, l'humanité peut subsister. Marie-Antoinette, la reine étrangère accusée de tous les malheurs, mourut avec une grâce qu'aucune lame ne put détruire. La guillotine prit sa vie, mais pas son esprit. Au moment où l'acier toucha son cou, sa dignité s'éleva au-dessus du rugissement de la foule, au-dessus de la haine, au-dessus de son époque tragique elle-même. En cette unique seconde, sa seconde éternelle, elle reprit son véritable trône. La place se vida, les cris s'éteignirent. Sous le ciel gris de Paris, l'échafaud resta silencieux.
Son corps, désormais anonyme, fut porté au cimetière de la Madeleine où les tombes anonymes engloutissaient les victimes de la Révolution. Reines, voleurs, inconnus, tous égaux sous le poids de la terre. Pendant des années, personne ne put dire où elle reposait. Son nom fut effacé des registres officiels, volontairement rayé. Les révolutionnaires croyaient avoir mis fin à son histoire pour toujours. Mais les symboles ne s'enterrent pas. Le temps passa et sa mort prit la forme d'une légende. On dit qu'après son exécution, une jeune sculptrice fut appelée pour saisir ses traits. Marie Grossholtz, qui deviendrait plus tard Madame Tussaud, moulait son visage en cire et en plâtre. Un geste né de l'art et d'une fascination morbide conserva son visage longtemps après que ses ennemis furent retournés à la poussière. La Révolution dévora nombre de ses propres créateurs. Robespierre tomba, les tribunaux se dissoudrent, le tonnerre de la guillotine s'éteignit. Et tandis que la France cherchait son identité parmi les cendres, les victimes devinrent peu à peu des martyrs. En 1815, plus de 20 ans après sa mort, le frère de Louis XVI, devenu le roi Louis XVIII, ordonna des recherches pour retrouver les restes du roi et de la reine. Dans un coin oublié du cimetière de la Madeleine, parmi la terre durcie et des ossements anonymes, deux squelettes furent exhumés. L'un, identifié grâce à des lambeaux de tissu blanc et à des poignets encore liés, fut reconnu comme celui de Marie-Antoinette. Ses restes furent enfin transférés à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. La reine à qui on avait refusé une tombe en reçut enfin une. Pourtant ce ne fut pas la véritable fin de son histoire. Car au-delà des monuments, au-delà des accusations et des mythes, quelque chose de plus profond survécut, le paradoxe d'une femme qui incarna à la fois le privilège et la souffrance. Marie-Antoinette ne fut ni une sainte, ni le monstre qu'imaginèrent ses ennemis. Elle fut le reflet d'une époque remodelée par la peur et la fureur. Ceux qui tentèrent de l'effacer finirent par lui offrir une étrange immortalité. Son dernier acte, une excuse adressée à l'homme même qui allait la tuer, reste une leçon silencieuse. La compassion peut être une forme de résistance. Ainsi s'acheva la vie de la reine qui perdit tout, son trône, ses enfants, son identité. Et pourtant, au dernier battement de cœur, quand l'acier toucha sa chair, elle gagna la seule chose qu'aucun pouvoir sur terre ne peut voler, la dignité. Des siècles passeront, des empires s'effondreront, des noms seront oubliés. Mais dans chaque récit de pouvoir et de chute, dans chaque écho d'injustice, restera un murmure. Il y eut autrefois une femme qui rencontra la haine du monde avec grâce.